entamer une nouvelle série de vidéos consacrée à la présentation de la régression linéaire simple. On a déjà vu dans de précédents enregistrements une introduction à la régression linéaire, mais dans le cadre de la statistique descriptive. Cette fois-ci, la régression linéaire simple sera perçue avec les outils de la probabilité et de la statistique mathématique. Et quand on fait référence à la statistique mathématique, c'est-à-dire qu'on va baser l'analyse de la régression simple à un échantillon, c'est-à-dire que l'étude de la régression se basera sur une série d'observations doubles de deux variables quantitatives x et y. Et pour cela, il y a un minimum, un niveau de connaissance à avoir, notamment dans le domaine de la probabilité et de la statistique. Et donc ce prérequis est nécessaire pour pouvoir suivre au mieux ces vidéos. Donc prérequis, donc avoir des connaissances en probabilité, notamment et en particulier connaître qu'est-ce que c'est une variable aléatoire, savoir qu'est-ce que c'est une variable aléatoire, ainsi que le calcul de l'espérance de x, qu'on note espérance de x, de sa variance, qu'on note v de x, ainsi que d'autres caractéristiques. De même, il faut connaître les principales fonctions de densité, comme la loi normale, la loi de Student, la loi du Qui-2 et la loi de Fisher. Avoir également suivi un cours d'inférence statistique, c'est-à-dire tout ce qui est estimation, estimateur, qu'est-ce que c'est un estimateur, qu'est-ce que c'est un intervalle de confiance, les tests d'hypothèse, etc. Il y a d'autres notions. De même, connaître un peu et interpréter la décomposition de la variance, ce qu'on appelle l'analyse de la variance. Voilà un peu le prérequis qu'on doit avoir pour suivre au mieux ces vidéos concernant la régression linéaire simple. À côté de ce prérequis, on va utiliser un certain nombre de logiciels, en particulier deux. On utilisera en particulier le logiciel Excel et le programme qu'on trouve sur Internet, le programme R. Comme document de référence, on basera cette présentation en particulier sur un document que je vais citer, à savoir Économétrie, 11e édition, collection Duno. L'auteur, c'est Régis Bourdonnais. Voilà. De même, on va utiliser un certain nombre de sources, diverses sources de sites internet. Voilà un peu les prérequis qu'on doit connaître, les logiciels qu'on va utiliser et le document de base de référence qu'on va utiliser tout au long de ces présentations. Ceci étant dit, maintenant on passe au contenu principal de cette vidéo, à savoir la présentation du modèle en économétrie en général et en régression linéaire simple en particulier. Un modèle, c'est quoi en fait? Modèle en économétrie en général. Le modèle, brièvement, c'est d'abord un ensemble d'équations. En régression linéaire simple, par exemple, on en a une seule équation, on va la voir après. Ce sont des variables qui sont de deux types de variables. Une est dite variable exogène, c'est-à-dire que sa valeur est fixée en dehors du modèle. En dehors du modèle. Le second type, c'est la variable dite endogène, valeur qui est fixée par le modèle, qui est déduite par le modèle. À côté de ces variables, on trouve également des coefficients. Ce sont des valeurs numériques qui sont adjointes, des coefficients numériques adjoints. Ce sont des valeurs numériques qui sont adjoints aux variables. Et enfin, le plus important dans un modèle, ce sont les hypothèses. C'est un peu le socle sur lequel repose toute la construction du modèle et qui donne une crédibilité aux résultats obtenus au modèle. Voilà un peu ce que l'on entend brièvement par un modèle en économétrie et en régression linéaire simple par exemple.
Maintenant, passons à la présentation du modèle en régression linéaire simple. Avant de rentrer dans le détail du modèle, présentons déjà comment sont les données utilisées par la régression linéaire. Comme là, on l'a vu pour le calcul de la covariance ou bien du coefficient de corrélation, on utilise le même format de données pour la régression, c'est-à-dire qu'on va prendre une série de données, donc les données, série d'observations de n couplées, c'est-à-dire qu'on a, en fait, la série d'observations découle que, par exemple, si on a une unité statistique qui est observée, on dégage à partir de chacune de ces unités deux observations, une qui concerne une variable x et la seconde concerne la variable y. Donc, par exemple, je vais prendre le cas, on va étudier la relation entre le revenu du ménage et sa consommation. Donc, exemple, soit un échantillon observé de n ménages. Et donc, on a la série suivante pour les variables étudiées, à savoir le revenu et la consommation. S est égal, correspond à la variable explicative, ici, ça sera le revenu, R1, et la variable expliquée, ça sera la consommation qu'on note C1. C'est-à-dire qu'on a ici le revenu et la consommation pour le premier ménage, revenu et consommation pour le deuxième ménage, etc. jusqu'au dernier ménage de l'échantillon Rn Cn. Voilà un peu comment se présente une série d'observations utilisées par un modèle de régression linéaire simple. Maintenant, on passe à la présentation du modèle proprement dit de régression linéaire simple. Ce modèle se présente sous forme d'une équation y i est égal à alpha plus bêta x i plus epsilon i. Pour i variant de 1 jusqu'à n, avec yi, variable endogène, appelée aussi variable à expliquer. Yi, c'est la variable exogène, appelée aussi variable explicative. I, ça représente l'erreur du modèle, c'est-à-dire que epsilon i regroupe tous les autres facteurs en dehors de la variable x qui peuvent expliquer ou qui peuvent influer sur l'évolution de la variable y. Comme si on avait plus ou moins un modèle de régression linéaire simple, mais qui reste incomplet. Peut-être qu'il faut ajouter d'autres variables explicatives à ce modèle pour avoir une vision complète de l'évolution de la variable y. Mais de toute façon, l'erreur sera toujours présente, quel que soit le nombre de variables, comme on va le voir lorsqu'on va aborder le modèle de régression multiple. Et enfin, alpha et bêta sont les deux paramètres du modèle. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse pour expliquer qu'est-ce qu'on entend par paramètre du modèle. Je pense qu'on a vu dans une précédente vidéo la différence entre le paramètre et la statistique. Un paramètre, c'est en fait une grandeur qui caractérise l'ensemble de la population. La moyenne des superficies agricoles dans un pays, l'âge moyen pour toute une population d'un pays, etc. Ça, ce sont ce qu'on entend par paramètre. Donc c'est une grandeur qui concerne l'ensemble de la population étudiée. Par contre, quand on a affaire à un échantillon,
ces caractéristiques ne sont pas appelées des paramètres, mais sont appelées des statistiques, parce qu'elles sont variables. Si on prend un échantillon d'une population totale et on veut calculer l'âge moyen ne sera pas exactement l'âge de toute la population. Ça sera qu'une estimation de l'âge moyen, c'est-à-dire une estimation du paramètre. Et c'est la même chose pour les paramètres concernant la régression linéaire. Par exemple, si on calcule une régression, on veut déduire l'équation d'une droite d'une régression linéaire pour toute la population, on va obtenir les coefficients, les paramètres exacts, et qui restent inconnus. C'est alpha et bêta. Par contre, si on a affaire à un échantillon de cette même population, on ne pourra qu'estimer ces paramètres. D'accord? Donc alpha et bêta, ce sont des paramètres, mais qui restent certains, qui existent, mais qui sont inconnus, et qui caractérisent l'ensemble de la population étudiée. Ceci dit, l'interprétation de ces paramètres. Donc, au niveau de l'interprétation, alors l'interprétation pour bêta, qu'est-ce que cela représente? Bêta représente la proportion d'accroissement. Quand je dis accroissement, ça peut être une diminution ou une augmentation d'accroissement de Y suite à un accroissement d'une unité de la variable explicative, c'est-à-dire de x. D'accord? C'est un coefficient qui est important. En fait, c'est l'objectif de la régression linéaire, c'est de déduire un peu l'évolution de la variable y par rapport à x. Et ce paramètre est très important, comme on va le voir par la suite au niveau de la régression linéaire. Le paramètre alpha, par contre, il représente, c'est surtout au cas où xi égale à 0. D'accord? Combien on a au niveau de la variable y quand la variable x est nulle. C'est surtout quand on pose alpha au niveau d'un modèle, c'est surtout pour les cas particuliers où la nullité de la variable explicative donne une valeur pour y. C'est-à-dire que cette relation ait un sens. Par exemple, un ménage au niveau d'une population qui n'a pas de revenus, mais qui a un niveau de consommation. Et dans les cas où cette condition n'a pas de sens, on pose le plus souvent des modèles sans terme constant. Donc, là, pour l'exemple de relation i égale 0 a un sens. Sinon, on pose des modèles sans terme constant, c'est-à-dire qu'on a yi est égal à bêta xi plus epsilon i. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut noter? Remarque générale, il faut noter que epsilon i et yi sont des variables aléatoires, que xi n'est pas aléatoire. Conclusion, c'est une conclusion qu'on peut faire. De même, les paramètres alpha et bêta sont inconnus et non aléatoires aussi. Maintenant, on va passer aux hypothèses concernant le modèle. Hypothèse du modèle. Première hypothèse, c'est que le modèle est linéaire en xi. C'est-à-dire en fait que avant de supposer qu'il s'agit d'un modèle linéaire, il faut faire le nuage de points et de voir si effectivement on peut ajuster ce nuage de points par le biais d'une droite de régression linéaire. Deuxième hypothèse, c'est concernant les erreurs. L'espérance mathématique de l'erreur epsilon i est nulle pour toutes les unités observées, statistiques observées, quel que soit i variant de 1 jusqu'à n. Troisième hypothèse concerne toujours les erreurs et c'est la variance. La variance de l'epsilon, de l'erreur. Elle est constante quel que soit i. On va voir que cette hypothèse, qu'on appelle
homocésasticité, c'est un peu compliqué à prononcer, est importante, cette hypothèse de la constance de la variance de l'erreur est importante au niveau, quand on va voir que c'est important quand on va aborder euh, la, la variance de l'estimateur de la pente, de bêta. Quatrième hypothèse, ça concerne toujours les erreurs. Et là, on va supposer comme donnée que la covariance entre deux termes d'erreur différents est nulle, quelle que soit i différente de j. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépendance entre l'erreur faite pour une unité statistique observée et l'erreur faite au niveau pour une autre unité statistique. Et enfin, cinquième hypothèse, ça concerne la relation entre l'erreur et la variable explicative xi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de relation entre les deux composantes. En gros, ça veut dire que l'erreur doit être non corrélée à la variable explicative. Donc, covariance entre l'erreur i et xi est nulle. C'est-à-dire que l'erreur est non corrélée à la variable explicative. Enfin, des hypothèses concernant la distribution, la fonction de densité de l'erreur, du moment qu'on a dit que c'est une variable aléatoire, epsilon i étant une variable aléatoire, donc on suppose que epsilon i suit une loi normale de moyenne 0 et d'écart type la racine de la variance. Ça c'est important, cette hypothèse de normalité de l'erreur, ça va nous permettre de calculer par exemple les intervalles de confiance et les tests d'hypothèse concernant la pente, à savoir bêta. Voilà un peu qui termine un peu cette partie concernant la présentation du modèle de régression linéaire ainsi que des hypothèses. Dans la vidéo qui va venir après, on essaiera de procéder à l'estimation des coefficients par la méthode des moindres carrés. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut!